Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Mesdames, Messieurs, vous êtes en direct de la web diffusion de la boxe olympique aux Jeux du Québec de la 48e finale à Saguenay, en direct du Centre Price, le club de boxe Kenogami. Je m'appelle David Tremblay, je vais être votre animateur pour cet après-midi. Je suis accompagné de mon analyste José Malaison. Et donc, troisième journée de compétition de boxe olympique, aujourd'hui les finales. C'est aujourd'hui que ça se décide, qu'on va voir les gagnants, les grands champions des combats. Et on va présenter en tout 6 combats. Et donc, vous allez avoir droit à 6 combats de 3 rounds avec des pauses entre les rounds. Et je vous présente mon analyste, José Malaison, qui a déjà fait ça de la boxe olympique. Hein, José, tu as fait ça quand même assez souvent. Oui, David, j'ai vu beaucoup de boxe et j'ai exécuté 94 combats de boxe olympique. J'ai participé à 12 championnats québécois, 6 championnats canadiens et 3 compétitions internationales. Donc, j'ai à mon actif là 94 combats. Donc, j'ai vu beaucoup de boxe olympique. Tu disais que tu avais fait, par exemple, le championnat de gants d'or puis que tu avais remporté. Exactement, les gants dorés. J'ai remporté les gants dorés, je dirais, 8 fois environ. Les gants dorés, qui est une compétition provinciale, classe ouverte. Donc, ce qui est différent des Jeux du Canada, c'est des boxeurs de 10 combats et moins qui participent aux Jeux du, pas aux Jeux du Canada, aux Jeux du Québec, pardon. Les gants dorés, c'est classe ouverte, donc on peut avoir 90 combats et participer aux gants dorés. On peut en avoir 50, on peut en avoir 30, 20. C'est une question d'expérience. Question d'expérience pour les gants dorés. Donc, José, la boxe là, olympique, ça faisait longtemps que c'était pas présent aux Jeux du Québec. Ça fait un retour cette année. Exactement. Mais veux-tu expliquer à nos téléspectateurs là, comment ça se fait que la boxe olympique et la boxe, par exemple, pratiquée par Jean-Pascal au Centre Bell, c'est différent? C'est quoi les différences? Il y a plusieurs différences. Je vais vous parler de 3 différences en particulier. Premièrement, le temps des combats est vraiment différent. Okay? On parle de 12 rondes de 3 minutes pour ce qui est des combats de championnat du monde professionnels. C'est beaucoup. Ce qui est beaucoup. C'est 36 minutes d'action intense. Comparativement à 6 minutes d'action ici au Jeux du Québec. Okay, donc ils doivent tout donner en 6 minutes. Pour les Jeux du Québec, les boxeurs doivent donner 6 minutes d'action intense pour marquer le plus de points possible. Parce que pour le pointage aux Jeux du Québec, à chaque fois que les boxeurs marquent sur la cible, c'est-à-dire en haut de la ceinture et au visage, donc ils ont un point. Donc il faut marquer le plus souvent sur la cible, donc donner le plus de coups possible. Mais le pointage à la boxe professionnelle, on ne peut pas avoir plus que 10 points par ronde. Donc il faut que tu gagnes le plus de rondes possible. Il faut que tu domines ton adversaire sur les rondes et non sur le nombre de coups que tu donnes. Tandis qu'ici, c'est le nombre de coups qu'on donne. C'est le nombre de coups qu'on donne qui va vraiment déterminer le gagnant des combats. Faut que le coup atteigne la cible pour compter, c'est-à-dire la cible se trouve de où à où? En haut de la ceinture, okay. Au ventre, en haut de la ceinture et sur le visage. Au visage, bien sûr. Dans les côtés, là, habituellement, là, ça compte plus ou moins. Là. Et ta troisième différence, c'est quoi? Oui, je parlais des protections, c'est bien important. Ouais. À la boxe olympique, on a des gants de 10 onces et ainsi un casque protecteur. À la boxe professionnelle, on a des gants de 8 onces, sont beaucoup plus légers. On n'a pas de casque protecteur. C'est-à-dire que les blessures, les coupures sont beaucoup plus fréquentes à la boxe professionnelle. Donc, quand tu donnes des coups à la boxe professionnelle, il faut que tu sois sûr de ta shot. Pas mal plus qu'à la boxe olympique où on a une bonne protection. Donc, tu peux lancer des coups pour marquer des points à la boxe olympique, mais à la boxe professionnelle, tu peux te permettre d'attendre un petit peu pour frapper vraiment au bon moment. OK, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, 6 combats de boxe olympique. Exactement. Avec 3 rounds de 2 minutes, une pause d'1 minute entre chaque, ce qui leur laisse presque pas de temps pour se reprendre. Et puis, pour les avoir vus hier et avant-hier, on peut dire aux téléspectateurs que c'est intense pendant 6 minutes et puis ils donnent tout ce qu'ils ont vraiment. Là, si on regarde aussi là, les gens surveillés, on va y revenir peut-être un peu après la pause, mais Alex Talbot, tu disais, de la capitale nationale, qui est un excellent boxeur. Excellent boxeur. Il me surprend depuis le début de la compétition. Il a seulement que 6 combats, puis il en met plein la vue à tous les spectateurs depuis mercredi. Alex Talbot, 4e combat. On va parler un peu de son coach là, après la pause. Tout de suite, je vous dis, on va commencer les combats sous peu. Dans quelques minutes, là, ça va être une finale féminine pour commencer. Donc, 2 boxeuses qui vont s'opposer sur le ring. Et puis, on va aller en courte pause. Je vous rappelle qu'on vous écoutez toujours à l'émission spéciale de Web Diffusion en direct du Centre Price pour la boxe olympique de la 48e finale des Jeux du Québec. Et donc, je vous souhaite une bonne après-midi à notre antenne. Bon après-midi. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est
compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Moi, c'est pour devenir régisseur. Moi, c'est pour devenir aiguilleur. Moi, c'est pour devenir ingénieur de son. Moi, c'est pour être éclairagiste. Moi, c'est pour devenir caméraman. Moi, c'est pour créer des effets spéciaux. J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière et je suis maintenant coordonnatrice de projet. J'ai étudié en publicité en ATM et maintenant je suis designer graphique. J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière, je suis maintenant coordonnatrice publicitaire. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant assistante à la réalisation. Moi, j'ai fait ATM post-production et je suis maintenant artiste en effets visuels. J'ai fait ATM Production, je suis maintenant technicienne en télévision. Vous êtes toujours en compagnie de David Tremblay et José Malaison pour la boxe olympique de la 48e finale des Jeux du Québec. Aujourd'hui, finale, les combats finaux pour savoir qui vont être les champions. Et avant de partir à la pause, José, on parlait d'un boxeur qui nous a vraiment surpris depuis le début, Alex Talbot, de la capitale nationale. Mais toi, tu sais comment ça se fait qu'il nous surprend autant. Il y a quand même un bon entraîneur. Oui, dès que j'ai vu son entraîneur, Yannick Bizier, derrière lui, j'avais même pas encore vu Alex Talbot boxer. Je me suis dit, OK, ce gars-là va aller chercher probablement une médaille d'or. Pourquoi il a entraîné des champions? Le plus gros obstacle que j'ai eu durant ma carrière de boxe amateur, ça a été Kevin Bizier. Ça, c'est le petit frère de Yannick. Puis à ce moment-là, j'ai su tout de suite que dès qu'il allait avoir un Bizier derrière, dans le coin d'un boxeur, je me suis dit... Ils ont la boxe dans le sang. Ils ont la boxe dans le sang. Tous les Biziers ont la boxe dans le sang. Donc s'il y a un Bizier qui est dans le coin d'un boxeur, c'est sûr que ce boxeur-là va être très bon. Est-ce qu'ils ont un style particulier, une façon d'entraîner les... C'est leur mentalité. OK. C'est leur père qui les a tout entraînés, Rémi Bizier, qui est le père de la famille, que je respecte là, vraiment beaucoup. Okay. Puis ils ont une mentalité vraiment exceptionnelle. Puis ils ont ça dans le sang, c'est tout. Mais on va voir si la mentalité Bizier va pousser Alex Talbot vers la victoire, si ça va le sacré champion. Aussi, une personne à surveiller, le Abed El Safadi de Bourassa, qui a été une surprise dans la catégorie 64 kilos quand même, qui donne un excellent spectacle. Il y a une bonne portée, hein? C'est ça qui l'aide. Abed, j'ai pris des petites notes hier, c'est un boxeur qui est très patient. C'est pas un boxeur qui va larguer des coups tout de suite. Il va plutôt attendre que son adversaire fasse des erreurs pour répliquer par la suite. C'est un bon contre-attaquant. J'ai remarqué qu'il était très patient, puis il avait des coups solides et puissants. Donc, c'est une recette gagnante pour lui. Donc, Alex Talbot et Abed Al Safadi qui vont combattre un après l'autre. Donc, 4e et 5e combat de la journée. Mais on pourrait parler un peu de notre premier combat. Là. On a une finale féminine, 54 kilos, la catégorie de poids. Et c'est Mégane Grondin et Florence Belle-Germain qui vont combattre. Mégane Grondin qui vient de l'Abitibi-Témiscamingue, 14 ans. On regarde un peu sa fiche. Qu'est-ce que ça donne? Mégane Grondin a seulement 2 combats avant son arrivée aux Jeux du Québec. C'est pas une grosse expérience, mais écoute, j'ai très hâte de la voir. C'est son premier combat cet après-midi. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle a. On l'a vu hier et c'était assez intéressant comme combat quand même. Oui, c'est elle qui a combattu hier. Oui, c'est elle qui a combattu hier. C'est un combat très intéressant. Elle avait des bonnes combinaisons. Lorsqu'elle portait des attaques, c'était puissant.
C'était très puissant. Puis je crois qu'elle a des bonnes chances de remporter, mais j'ai pas encore vu. Son opposante, il faut parler de son opposante qui vient de la Rive-Sud, Florence Belle-Germain. Elle, sa fiche compose 9 combats. 9 combats sur 2. Mais ça veut rien dire, par exemple. C'est sûr qu'elle a 9 combats. Puis en plus, elle est championne des gants de bronze, c'est-à-dire compétition des 5 combats et moins. Elle a remporté la médaille d'or. C'est sûr qu'elle est la favorite. C'est la favorite entre les deux boxeuses, mais comme je vous dis, Megan pourrait quand même remporter là. Parlant des deux boxeuses, et on vient d'entendre le son de cloche qui appelle les boxeuses à monter proche. Et puis juste à côté de nous, là, on a Megan Grondin de l'Abitibi qui vient de s'installer. Et puis ici au Centre Price, je dois dire que l'ambiance est là. L'ambiance est là, vous pouvez l'entendre. La foule est prête pour voir des bons combats de boxe. Et mesdames, messieurs qui nous écoutaient à la maison, qui n'avaient pas vu encore la boxe olympique aux Jeux du Québec, je vais vous dire que vous allez être surpris parce que le niveau est assez relevé. Ça frappe. Ça frappe, puis ça bouge beaucoup. Et puis, on est vraiment content de pouvoir vous le présenter cet après-midi en web diffusion parce que ça vaut la peine. Ces athlètes-là, c'est tout qu'il y a des athlètes qui donnent 6 minutes de temps intense. Je peux faire un petit peu de pouce là-dessus, David. Pour l'expérience des jeunes boxeurs et boxeuses, 10 combats et moins, je suis surpris de voir autant de talent que ces boxeurs et boxeuses-là ont avec si peu d'expérience. Parce que tu disais qu'aux Jeux du Québec, c'est minimum en bas de 10 combats. On peut pas combattre si on a fait plus de 10 combats. Si tu as 11 combats, tu peux pas participer aux Jeux du Québec durant cette semaine. Donc, c'est le début de l'expérience des boxeurs. Exactement. Ils commencent ici, puis après ça, ils s'en vont faire quoi? Ils s'en vont faire des championnats de gants de bronze? Des championnats... ils peuvent faire après ça les gants dorés, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui est compétition en classe ouverte. On peut aller au championnat canadien, compétition internationale. Après ça, là, leur porte est ouverte après. Une fois que les Jeux du Canada sont faits, la porte est ouverte pour nos jeunes boxeurs. On voit présentement Megan Grondin qui va être dans le coin rouge de l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, je vais vous parler un peu des officiels pour aujourd'hui. Patrick Denis, Clément Larouche, Claude Perron, Jean-Sébastien Lapointe, Stéphanie Gagnon, Marie-Claude Perron et Marie-Claude Poirier. Donc, c'est eux qui vont rendre un jugement à la fin du match, à savoir qui va gagner le match. Aussi, là, c'est eux qui vont s'échanger la tâche d'être l'arbitre dans le ring. Donc, on est en train de voir les boxeuses monter. On va écouter un peu ce que ça donne. Megan qui embarque dans le ring, confiante. Oui, bien, forte de sa victoire d'hier quand même. Puis là, on va voir bientôt notre concurrente dans le coin bleu, Florence Belle-Germain de la Rive-Sud. J'ai bien hâte de voir. Tu savais que Megan Grondin a tenu à monter sur le ring sur la tune TNT DC. Ah, c'est elle qui a fait une demande spéciale. Ouais, parce que son club de boxe, c'est le club TNT de Malartic. Donc voilà pourquoi elle a décidé de monter. Et puis là, on voit notre concurrente du coin bleu, Florence Belle-Germain, la favorite pour ce combat monté sur le ring. Et donc, je vous rappelle, 54 kilos, c'est la catégorie. Et puis, une seule finale féminine, c'est celle-ci. Premier combat de l'après-midi qui commence. On fait une vérification. Ça, c'est vraiment important, la vérification. Qu'est-ce qu'on vérifie quand l'arbitre passe, regarde les gants? On vérifie si... On vérifie si sa protection est adéquate, si son casque est bien serré, si elle a son protège-dents, le protège buccal, si ses gants sont bien serrés également. Parfait. Là, on va s'approcher pour faire le coup des gants protocolaires. Et on va commencer le combat, José. L'arbitre qui est Claude. Ah oui, c'est vrai, l'arbitre, c'est Claude Perron. Claude Perron. On est assez agressif du côté de Megan est agressive dès le départ. Donc Florence attend sûrement le bon moment de placer ses coups. Oh! C'était bien placé, ça. Elle était dans On voit que ses coups étaient directs. La vitesse de Florence est importante. Ouais, vas-y! Relax! Bel échange. Ouais, bel échange. On voit que Florence tente vraiment d'acculer son adversaire dans les corps. Je pense pas me tromper, mais je crois que Megan a peut-être un petit avantage sur le plan physique. À cause de la portée de ses bras? Portée de ses bras un peu plus, mais elle est un petit peu plus costaud que son adversaire. Comme ça, elle aura tendance à s'imposer physiquement dessus, à donner des coups en puissance. Florence donne de belles combinaisons. Respire, Florence, respire. Elle enchaîne bien. Détends-toi, amuse-toi. Bien placé. Vite passe.
oublié de dire qu'on n'a pas le droit de se donner un élan dans les câbles. Exactement. Interdit de donner un swing, un élan dans les câbles. C'est donner un peu plus de... J'imagine que ça doit être tentant. Oui, mais malheureusement, c'est interdit. Est-ce que d'avoir le centre du ring, c'est important pour un boxeur? Très important. Ça serait avantageux de prendre le centre du ring dès le départ du combat. Puis aussi, ce qui est important, c'est d'être capable de cerner l'adversaire dans les câbles. C'est de couper le ring. Ça, que c'est Florence un terme. fait souvent. Exactement. Elle coupe le ring, donc elle cerne son adversaire vraiment dans les câbles. Donc c'est la premier round. Ouais, beau premier round des deux filles. Oui, donc on va pouvoir dire rapidement là, qui a eu l'avantage pour ce round-ci. Et puis, je dois dire que c'est quand même assez serré. C'est très serré. C'est très serré. Mais moi, je pense peut-être que le plan physique a peut-être donné un petit avantage à Megan pour le premier round. Mais je suis pas inquiète que Florence, elle a pas l'air d'une fille qui se fatigue vite. Comme on la voit présentement, elle n'a pas l'air fatiguée. Non, hein, ça a l'air assez reposé. Je suis pas inquiète qu'avec ses bonnes combinaisons, elle va savoir user de stratégie pour remonter son peut-être son déficit. Mais reprise. Comme je vous dis, elle a peut-être pas de déficit. Ah, on a vu un beau crochet ici. Belle reprise, mais Megan a une bonne garde là-dessus. Il n'y a pas gros de coups qui a été porté sous la cible. Megan avait une bonne garde. Parfait. Là, on peut voir. Je porterais à dire que Megan est un peu plus fatiguée. Puis, on vient de me dire que l'avantage pour ce round-ci, c'est Florence qui l'a. Donc, ah, bon, OK. Voilà, je m'étais trompé. Coin bleu, c'est Florence qui a l'avantage en ce moment. On est prêt pour un deuxième round. Florence donne plus de coups. Comme je t'ai dit au départ, l'important, durant 6 minutes d'action, c'est de donner le plus de coups possible pour avoir le plus de points pour mériter une victoire. Florence, son avantage, ça donne plus de coups que son adversaire. Donc là, c'est une belle série de... Là, on voit que Megan est au courant de son retard. Oui. Et donc, elle a donné une bonne poule, comme on dit. Combat très intéressant. Chacun leur tour, on dirait qu'ils donnent une bonne échange. Oh! L'esprit dans le coin. Florence! Oh! C'est quoi la meilleure façon de se sortir d'une situation comme celle-ci? De faire un pivot de côté. Oh, comme là, ouais, on voit vraiment là, que Florence a donné beaucoup de coups à son adversaire. Et Megan n'a pas su se sortir des cartes. Donc, il y a eu arrêt de l'arbitre et puis là, on fait les 8 secondes réglementaires. Exactement. Pour voir si... un compte de 8 pour que Megan reprenne comme un petit peu ses esprits. Ça, c'est mauvais signe d'habitude pour la personne. Encore un arrêt. Je ne sais pas pourquoi il y a eu arrêt à ce moment-là. Et comme là, Megan... on dirait qu'elle est super. Ouais, là, elle a plus de difficultés un petit peu. On voit l'expérience de Florence à ce moment-là. Encore, Florence, encore! Ouais! Elle donne des coups, elle varie ses coups, ses combinaisons de coups. Encore un arrêt de l'arbitre. Un autre compte de 8. Ça, c'est un peu difficile pour la personne qui... Juste préciser, David, lorsqu'on parle arrêt de l'arbitre, c'est lorsque le combat est terminé, lorsque l'arbitre met fin au combat. Comme là, on parle d'arrêt de l'arbitre. Là, c'est un arrêt de l'arbitre, donc... Tout à l'heure, on parle d'un compte de 8. Lorsque l'arbitre stoppe pour donner un compte de 8 au compétiteur, là, ça, c'est un compte de 8. Et là, maintenant, là, c'est un arrêt de l'arbitre. Donc, les résultats du combat en ce moment, ça va être... arrêt de l'arbitre au deuxième round. Victoire de Florence Belle-Saint-Germain exactement. par arrêt d'arbitre au deuxième round. Exactement. Donc, ce qui fait que, ben, on a une championne. Une championne des Jeux du Québec. Notre première la journée, championne. Catégorie 54 kilos, féminin. Florence Belle-Germain de la Rive-Sud qui avait, bon, on l'avait dit, là, à son actif déjà 9 combats. Déjà 9 combats et ça a paru justement au deuxième round, surtout lorsqu'elle a commencé à enchaîner coup après coup et qu'on a vu que Megan était fatiguée et qu'elle n'a pas su se sortir des câbles. On a vraiment vu l'expérience de plus. On regarde de la reprise, là, on voit dans le coin comme ça enchaîner les coups. Voilà. On a vu que Megan en avait plein les bras. Au corps, à la tête, variance des combinaisons. Très bon. C'est vraiment ça qui a sonné. Qui a fait de la différence au deuxième round. Donc, c'était son 10e combat, ce qui lui fait une fiche maintenant de 7 victoires, 3 combats. On va entendre le jugement.
Donc voilà, Florence Germain de la Rive-Sud qui est sacrée championne de la catégorie 54 kg féminin. Et puis pour son 10e combat, là, ça lui fait une fiche de 7 victoires, 3 défaites. 3 défaites. Très bonne fiche pour une début de carrière amateur. Florence qui vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. On change maintenant de combat et on s'en va dans le masculin. On s'en va dans nos combats qui sont masculins. Pour le restant de l'après-midi, ça va être masculin comme ça. Donc on tombe dans 46 kg, donc un poids qui est plus petit. Puis les boxeurs sont en train de se placer à côté de nous présentement. Dans le coin bleu, on a de l'Abitibi, Tommy Langlois. Et dans le coin rouge, Mathieu Brunet, de la région du Sud-Ouest. On a vu les deux oui, premièrement, Tommy Langlois hier, j'ai remarqué durant son combat, il avait une très bonne portée comparé à son adversaire. Donc il était capable de placer ses coups vraiment à longueur de portée. Fait que ses coups étaient très efficaces à cause de ça. Puis il donnait beaucoup de crochets. Son crochet atteignait souvent la cible de loin à cause de sa portée. Fait que c'est ce qui avantageait le plus Tommy contre son adversaire hier. On voit que la région du Sud-Ouest est pas mal présente ici au Centre Price. Où ça a crié pas mal. La région est là pour encourager leurs boxeurs. Ouais, oui, ça paraît qu'ils sont présents. Puis ça, j'imagine que sur le ring, on entend les encouragements comme ça. La boxe, c'est un sport quand même. La musique, il faut que ça soit bon. La foule aussi pour pouvoir se craquer. Ouais. Je dirais que comme boxeur, entendre la foule, on l'entend au début quand on embarque sur le ring, c'est important. Mais si on entend la foule tout le long du combat, ça, c'est pas bon signe. Ça, c'est pas bon signe. On n'est pas supposé d'entendre la foule. Parce que si tu es vraiment concentré dans ton combat, dans ta bulle, t'es pas supposé vraiment entendre la foule. OK, donc on rentre dans sa bulle. À part les instructions de ton entraîneur. C'est ça. Ça, faut que tu les entendes, mais la foule, t'es pas supposé l'entendre. Il faut vraiment que tu sois concentré. Donc, si je peux parler de Mathieu Brunet qui s'était pris contre Danikel Giroux de l'Outaouais hier et qui avait gagné. Hier, oui. Danikel Giroux. Et puis Tommy Langlois, lui, qui s'est pris contre Fabien Derry de l'Est du Québec. Et le combat commence. Donc, on va observer ce qui se passe. J'ai remarqué hier que Mathieu Brunet a bien remonté le combat. Son adversaire hier dans le coin rouge avait une bonne avance pour sa force de frappe. Et Mathieu Brunet a vraiment attendu les bons moments pour porter ses coups. Puis il a remonté le combat pour avoir la victoire finalement. Présentement, j'ai l'impression que Tommy Langlois est assez agressif. Donc, Tommy Langlois. On voit là, justement là, la portée que Tommy Langlois du coin rouge a une bonne meilleure coin portée. Bleu, Tommy Langlois. Ah, c'est Tommy du coin bleu. Oh, oui, oui, c'est ça. Ah oui. Ah, c'est hier qu'il était venu du coin rouge. Voilà. On a à peu près la même portée des deux côtés, question longueur de bras, donc ça les force vraiment à se rapprocher, j'imagine. Je dirais le contraire. Quand on a une bonne portée, il faut vraiment tenir nos coups à longueur de portée. Donc il faut se tenir vraiment plus loin de son adversaire. Ceux qui ont des petites portées, ils ont davantage à plus se coller sur leur adversaire. Et ceux qui ont des grandes portées, là, ils doivent user davantage là, pour rester loin. Et c'est sûr que si les deux ont une grande portée, ben là, c'est sûr qu'il n'y en a pas un qui est avantagé plus que l'autre là-dessus. Belle attaque. Oui, Tommy Langlois qui envoie quand même des bons coups. Mathieu qui réplique. On lui demande de garder la tête haute. Oui, en boxe amateur, il est interdit de baisser la tête. Si l'arbitre voit que le boxeur baisse la tête et regarde au sol, là, il va comme lui dire un avertissement. Parce que c'est dangereux ou parce que... Ben, si le boxeur ne voit pas ce qu'il frappe, ça peut être dangereux. Et donc, on vient de terminer le premier round. On va pouvoir savoir qui a l'avantage sous peu. Je trouvais un round assez kiff-kiff. Lorsque un faisait une attaque, l'autre répliquait. On a, du côté de l'expérience des deux boxeurs, là, ils ont exactement la même expérience, c'est-à-dire un combat chacun à leur actif. Chacun a un combat, exactement. Donc, ce qui fait que c'est pas mal à armes égales, là, contrairement au dernier qu'on a vu. C'est ça. Et puis, après le premier round, on m'informe que c'est Tommy Langlois du coin bleu qui a l'avantage. Tommy a le coin, OK. Donc, il a le premier round. Ça doit être serré. On voit une reprise présentement. Une belle suite de coups là, qui s'en est bien sorti. Et Tommy qui réplique. Mathieu avait une bonne garde à ce moment-là. Donc, c'est Tommy Langlois qui s'entraîne
au même endroit que Mégane Grondin. Le même gym, le bunker gym de même Val-d'Or. entraîneur. Voilà. Donc, avantage Le club de pour les Val-d'Or. Bleus en ce moment après un round. Et on s'en va vers le deuxième round. Deuxième round. Wow. Oh, Tommy enchaîne une bonne combinaison en ligne droite. Au corps, à la tête. Oh! On dirait qu'il a baissé sa garde Mathieu là-dessus. réplique là-dessus. Ce qui est important, par exemple, lorsqu'on lance des combinaisons comme ça, c'est de refermer sa garde après. Si on lance des coups, c'est sûr que des combinaisons de 3-4 coups, c'est bon. Mais si on donne des combinaisons de 10-12 coups, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut revenir à notre garde. C'est bien important. Parce que sinon, parce que l'adversaire risque de répliquer et c'est là que notre défensive est ouverte. C'est là qu'on risque de recevoir des coups. C'est bien de donner des coups, mais 3-4 coups, hop, c'est bien de revenir à notre garde, se déplacer un petit peu avant de leur donner une autre combinaison. Bon coup porté pour Tommy. J'ai l'impression que Tommy se fatigue. Il a commencé assez fort maintenant. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression que les coups sont moins forts. C'est sûr que quand on commence trop vite au premier round, on risque de se fatiguer. Mais il y a aussi le stress aussi qui vient beaucoup en ligne de compte. Oh! Très bonne droite de Mathieu. On a vu la tête de Tommy reculer là. Donc, tu as dit que c'était Tommy qui avait l'avantage après le premier. Hein? Peut-être que ça va changer de bord. Là, il reste quelques secondes avant la fin du deuxième round. round. Là, ça va changer de bord un peu. 15 secondes avant la fin du deuxième round. Là, Mathieu Brunet du Sud-Ouest qui semble avoir un léger avantage. Fin du deuxième round, dans quelques secondes. Oh, un autre bon coup porté par Mathieu. Donc, ce round-ci, on va peut-être faire face à un changement. Je crois que Mathieu Brunet a pris une petite avance. Ses coups à longueur de portée, ses coups à ligne droite ont vraiment fait de la différence sur Tommy. Donc, on va savoir sous peu si, effectivement, tu as raison, José. Si on voit que on est fatigué un peu du côté de Tommy. Parce que Mathieu utilise mieux sa portée que Tommy. D'après moi. Ah, on a toujours l'avantage à Tommy Langlois, vois-tu? Oh, bon, OK. Toujours un avantage. Ce que les juges voient et ce que nous voyons des fois, c'est peut-être pas la même chose. Les juges sont plus près du combat. Ça va une reprise. Ah, ouais, comme là, je vois que Mathieu a bien. Ah ouais, c'est une belle série. Il y a 2 coups pour Mathieu. Sur cette reprise, on a vu Mathieu porter plus de coups que Tommy. Donc, dans ce temps-là, quand il y a avantage dans les deux rounds, on peut comprendre qu'il y a de fortes chances que Tommy Langlois l'emporte. Oui, mais il reste encore un round. Il reste encore un round. Puis moi, je pense que l'avantage de Tommy ne doit pas être très, très grand. OK. Donc, bien que ce soit un avantage, on peut encore retourner la situation, même au troisième round. Oui. Tout peut arriver au troisième round. Par expérience personnelle, ça m'est déjà arrivé d'avoir 4 points de retard après 2 rounds, puis de réussir à remonter. Tout est une question de coups bien placés. Et de volonté. Il y a beaucoup de volonté là-dedans. On voit que c'est sûr que les boxeurs sont fatigués après 2 rounds. Ils ont donné quand même de bons coups et de gros efforts. Donc là c'est l'énergie de secours qui embarque à ce moment-là. On dirait que Mathieu a pas mal de volonté là. Même si le corps est épuisé, ben, le cœur il veut lui. Donc là, Mathieu devrait utiliser sa portée pour atteindre Tommy à la longueur de portée. On sent, en direct. On sent une fatigue. Bon uppercut de Tommy. Tommy est plus petit, devrait plus s'avancer, donner des coups comme des uppercuts. Comme ça en ce moment. Comme ça, là, ça c'est très très bon. Tommy a une très bonne stratégie en ce moment. Il reste à peu près 45 secondes au dernier round. Mais Mathieu, lui, doit vraiment utiliser là, ses coups en ligne droite pour garder son adversaire à l'écart. Tommy se débrouille très bien au troisième round.
30 secondes au dernier round. Les derniers efforts des deux pugilistes. Oh! Oh, Tommy se débrouille bien. Va-t-il conserver son avance? C'est ce qu'on verra après le troisième round. Dans environ 5 secondes. Oh! Bonne droite de Mathieu. Lorsque je dis une droite, c'est vraiment la main arrière. Donc, c'est le direct. C'est le point droit de Mathieu qui a bien atteint Tommy. Le contraire du jab, dans le fond. Exactement. C'est la main contraire au jab. Le jab et le direct sont deux coups qui se donnent en ligne droite. Okay. Le jab et le coup de la main avant. Pour ce qui était de Mathieu et de Tommy, c'est deux droitiers, donc c'est la main gauche. Jab se donne toujours de la main gauche pour les droitiers. Et la main arrière, c'est vraiment la main qui est vraiment sur... C'est la main droite, donc. Et on la donne en ligne droite aussi, comme le jab, mais avec un transfert de poids pour donner beaucoup plus d'impact à son coup. On va connaître la décision des juges sous peu, mais selon toi, c'est Tommy qui pourrait gagner. Ah! Si j'avais pas su l'avance de Tommy après 2 rondes, je dirais Mathieu. Mais avec l'avance que Tommy avait après les 2 premiers rounds, je crois que Tommy a gardé son avance après le 3e. Bon échange. Comme là, Tommy a su se débrouiller. Oh! Ben, go! Les deux se sont atteints pas mal en même temps à ce moment-là, si on regarde bien la reprise. Et donc, la décision des juges, on verra bien. Combat serré. Oui, très serré quand même. C'est un bon calibre des deux côtés. Tommy est confiant vu son avance. Donc, la victoire unanime. Ah, Tommy Langlois de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est sacré champion de la catégorie des 46 kilos en finale en ce vendredi. Très fier de lui. Très fier de lui. Il a livré un très bon combat. Donc, c'était une défaite pour l'Abitibi du côté de Mégane Grondin dans le combat précédent. Mais cette fois-ci, on se rattrape avec Tommy Langlois, donc champion de ce côté-ci. Exactement. On est prêt à passer presque au prochain combat catégorie. On tombe à Mohamed Sedoun. Qui était une bonne surprise. Bonne surprise hier. Oui. C'est qu'on va maintenant procéder au prochain combat, troisième combat. Mohamed Sedoun de Montréal dans le coin rouge. Contre Chadrick Duclerville de Laval. Dans la catégorie 52 kilos. C'est la finale. Donc, Mohamed, bon combat. Ouais, Mohamed Sedoun qui, depuis le début, qu'on l'a vu dès mercredi en ronde de quart de finale, qui a été une bonne surprise quand même. Oui, Mohamed est encore un boxeur qui était très patient, très bon en contre-attaque. Donc, il attendait les bons moments pour porter ses coups. Ensuite, bonne précision de coups. Donc, c'est pas le genre de boxeur à donner des coups un petit peu dans le vide. Il attend vraiment d'atteindre la cible. Puis, il y a encore un boxeur qui a une bonne portée. On voit là la longueur de bras de Mohamed dans le coin rouge. Par contre, si on regarde son adversaire, on a 6 combats déjà derrière la cravate. J'ai bien aimé Chadrick Duclerville. J'ai bien aimé Chadrick hier. C'était un de mes coups de cœur, je dirais. Parce que... Malgré sa petitesse, tabarouette, côté contre-attaque, là, il m'a impressionné sans bon sens. Il esquivait les coups, il les répliquait là, de très belle façon. Donc, je vous rappelle, Chadrick Duclerville qui a 6 combats à son expérience. Et Mohamed Sedoun de Montréal qui en a 4. Il est très rapide. Tu regarderas David, là, les esquives que Chadrick fait et la façon dont il réplique par après. C'est très rapide. Très mobile, c'est ça. Ouais, il est assez mobile. Donc une personne mobile contre quelqu'un qui a une longue portée, ça va être intéressant. Très longue portée. Donc Chadrick, ce qu'il devra faire, c'est vraiment là, de rentrer à l'intérieur. De se coller plus sur Mohamed pour rentrer ses coups. Puis Mohamed devra lui garder Chadrick à distance. C'est ça. Belle esquive, hein, effectivement. N'oublie pas, on passe en dessous. On attend les sorties. Mohamed a tendance à lancer beaucoup son jab pour garder Chadrick à distance.
pas que Shadrick ait le temps de réfléchir et de rentrer à l'intérieur. Donc là, on a arrêté parce que Shadrick a baissé sa tête pour pouvoir passer en dessous du jab de Mohamed. Mais bien franchement, David, je n'avais pas vu. Moi, je serais arbitre, je n'aurais pas averti à ce moment-là. OK. Parce que il y avait. D'après moi, il n'y avait pas la tête très basse. Il ne regardait pas au sol. Donc l'arbitre pour ce deuxième match, c'est Clément Larouche. Clément Larouche, qui est un gars de la région. Attendez pas, point. Pression dessus. Bel enchaînement de Mohamed, jab direct. On est quand même hésitant là, du côté des deux boxeurs, là, à savoir. C'est ça. Ben, comme je te dis, David, comme je t'en ai parlé hier, des boxeurs comme ça, comme Shadrick, c'est un boxeur qui va attendre que Mohamed lance ses coups pour contre-attaquer par la suite. Donc si Mohamed, lui, veut faire la même chose, donc ça risque il risque d'avoir des temps morts durant le combat. Oui, effectivement. Donc premier round terminé. Et puis il s'est pas passé grand-chose dans ce round-ci. Quelques bels échanges du côté de Mohamed. C'est ça. Là, ce round-ci, c'est deux contre-attaquants. Ce que j'ai remarqué des deux boxeurs hier, c'est deux boxeurs qui vont vraiment attendre que leur adversaire fasse une erreur. Donc c'est là, comme je te dis, là, qui risque d'avoir des temps morts. Donc on n'a pas un boxeur qui est plus agressif. Exactement. C'est pas deux boxeurs agressifs, c'est deux boxeurs qui vont attendre de placer leur coup quand le moment va être vraiment précis. On part en reprise. Voit la reprise. Oh! Ça, c'est le bel enchaînement de Mohamed. Un beau coup de Mohamed qui a atteint la cible. Donc l'avantage, Mohamed Seydoun de Montréal pour se rendre ici. C'est ce que je croyais. Peut-être une légère avance de Mohamed qui a réussi à placer quelques coups à distance, garder sa distance en plaçant quelques jabs directs. Mohamed Seydoun qui vient du club de boxe Espoir à Montréal. Et dans ses 4 combats, il y a 2 défaites, 2 victoires. Contrairement à Shadrick Duclerville qui a 4 victoires, 2 défaites. Et qui lui s'entraîne au club de boxe ABC de Laval. Mais quand on regarde une fiche comme ça, David, ça veut toujours rien dire parce que ça dépend toujours des adversaires. C'est ça, c'est sur papier. Exactement. Tout se passe dans le quelqu'un qui a 2 victoires, 2 défaites, comme là, Shadrick vient de donner une bonne combinaison. Ouais, très bonne combinaison. Là, Shadrick essaie d'amener Mohamed dans les câbles. Mohamed s'en est très bien sorti. Il a inversé le rôle. Il a inversé le rôle, exactement. Donc Mohamed est un boxeur très mobile qui sait se sortir des câbles quand il est mal pris. Donc ça va être dur pour Shadrick d'amener Mohamed et de le garder dans les câbles. Ça va bien. Et Mohamed réplique bien. Il réplique toujours bien. 1 minute au deuxième round. Ça passe vite les 2 minutes. Shadrick très belle combinaison de Shadrick. Il s'est sorti tout de suite après. 2 coups, hop, il était plus là. C'est ça qu'on veut voir de ce boxeur. C'est exactement sa mobilité. Puis... Un boxeur comme Shadrick, il faut qu'il frappe, hop, et qu'il s'en aille. Pour pas rester dans la portée de Mohamed. 30 secondes au deuxième round. Donc Shadrick joue très bien son jeu. J'ai l'impression quand même que Mohamed reste quand même en contrôle. Un autre bon coup de Shadrick. Mohamed qui lance plusieurs jabs. Très bon pour lui pour garder son adversaire à distance le plus possible. Fin de deuxième round. Et donc, je vous rappelle que l'avantage est allé pour le premier round à Mohamed Seydoun de Montréal. Est-ce que tu penses qu'on va avoir droit à un changement de... Moi, là, bien franchement, David, je donnerais le deuxième round à Shadrick. OK. Il a été très rapide, plaçait 2 petits coups, hop, il était plus là. Juste avant que Mohamed puisse l'atteindre, hop, Shadrick est parti. Ah, donc on donne l'avantage finalement à Mohamed Seydoun encore pour le deuxième round. Peut-être que son avance du premier round était assez grande pour le garder encore en avance au deuxième round. Mais tu penses que du côté de Shadrick, on a rattrapé le retard? Je crois un petit peu. Je crois que l'écart entre les deux s'est rétréci un petit peu. Donc je rappelle aux téléspectateurs que la façon de faire des points, c'est de frapper la cible le plus souvent possible. À toutes les fois qu'on frappe la cible, on fait un point. Exactement. Et donc ça veut pas dire que c'est pas au final, on gagne un round, après ça, on repart à 0. Non, c'est cumulatif. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que tu as 10 points d'avance après le premier round.
Tu as une bonne longueur d'avance. C'est ça. Faut que tu rattrapes le temps perdu. Mais c'est encore possible pour Shadrick de revenir dans la course. C'est encore possible. Troisième round, troisième et dernier round pour ce combat des 52 kilos en finale. Je vous rappelle que c'est Shadrick du Clairville de Laval dans le coin bleu et Mohamed Seydoun de Montréal dans le coin rouge. Comment, Shadrick? Alors, deux bons entraîneurs de Mohamed. Les entraîneurs de Shadrick sont Claude Mercier et Pascal Brabant, tandis que les entraîneurs de Mohamed sont Michel Gouin et Carl Andy. S'il était Mohamed, il lancerait plus de jab pour éviter que Shadrick s'avance. Se rapproche. Encore une fois, lancer des jabs, c'est risqué. Est-ce que Shadrick peut utiliser sa petite taille peut-être pour se faufiler? Oui, faire des esquives et rentrer à l'intérieur par la suite. Donc ça pourrait être un avantage. Oui. J'ai vu Mohamed passer souvent les coups au-dessus de la tête de Shadrick. Oh! Bel enchaînement de Shadrick. Mohamed qui s'en sort très bien. Shadrick qui est esquivé juste à temps. Oh! Très belle combinaison de Mohamed. Un jab direct, précis et en puissance. Qui a atteint la cible. Il reste 15 secondes au dernier round de ce match. Est-ce que Shadrick va pouvoir remonter? Shadrick en a placé un. Et voilà, le match est terminé. Et donc on va attendre de savoir si Shadrick a réussi à remonter l'écart entre lui et Mohamed. Il reste à savoir comment l'écart, quel écart on avait là. Si c'était 1 point, 3 points, 4 points. Moi j'ai trouvé le combat assez serré. Encore comme les trois je derniers. crois que troisième round, Mohamed a réussi à placer quand même de bons coups là, dans l'écart à Shadrick. On va voir la reprise. Dans le vide pour Shadrick. Oh! Ça, c'est un point pour Shadrick, c'est sûr. Un bon point, ouais. Même 2. Tout de suite après avoir vu le jugement, d'avoir eu officiellement la décision, on va aller en courte pause et par la suite, je vous invite à rester parce que c'est notre favori qui va boxer, Alex Talbot de Capital National. Il va vous donner tout un spectacle, c'est garanti. Garanti, en ayant vu les deux combats d'hier. Ah, donc, on est chanceux, on n'aura pas de pause même entre ça, donc vous allez pouvoir rester avec nous. Tout de suite, on reste. On attend de voir si c'est Mohamed Seydoun ou Shadrick du Clairville qui a remporté ce combat. Et donc, on va voir la décision. Par décision unanime. Et donc, on annonce que c'est Mohamed Seydoun de Montréal qui remporte la médaille d'or. Donc, champion de son côté. 52 kilos en finale, c'est Mohamed Seydoun qui remporte la médaille d'or. Je veux dire, David, je ne sais pas si c'est l'emplacement qui est différent d'hier, mais je ne vois pas les décisions de la même façon que les juges. Finalement, on a eu une pause de retour. Tu disais que donc, toi, tu voyais pas la décision des juges de la même façon. Oui, jusqu'à date, les combats qu'on a vus, j'étais plus ou moins d'accord avec les décisions des juges, mais c'est sûr que là, les juges sont placés très près des rings. Donc, il y a sûrement des coups qu'ils voient, eux, que nous, on voit pas. C'est sûr, mais nous autres, on regarde ça dans une petite écran aussi. Donc, exactement. Hier, on était plus près des rings, ouais. Donc les décisions qu'on prédisait étaient beaucoup plus justes qu'aujourd'hui. Donc là, on présente Alex Talbot. Alex Talbot de la Capitale Nationale qui, jusqu'à présent, est notre champion favori. Je te dirais, David, que c'est lui, jusqu'au début de la compétition, depuis le début de la compétition, c'est lui qui a donné là, vraiment le meilleur rendement. Tu disais que son entraîneur avait ça dans le sang. Donc, exactement. Son entraîneur est un bizier. Les biziers ont ça dans le sang. Donc, ils transmettent leur savoir et leur mentalité.
à leur protéger Alex Talbot. C'est quoi ses forces, Alex Talbot? Là? Alex Talbot, je te dirais, là, il a plusieurs forces. Donc, premièrement, il a son intensité, son agressivité. Quand il donne ses combinaisons de coups, ils sont précises, intenses, puis il varie toujours. Ça passe du corps à la tête, au corps à la tête. Puis après ça, il donne pas genre 15 coups. Il donne 3-4 coups. Après ça, hop, il arrête. Il referme sa garde pour éviter de se faire marquer. Il recommence. C'est un boxeur très, très efficace. Et donc, il va être opposé à Anthony Côté de la Rive-Sud. Anthony Côté qui a 2 combats seulement à son actif, 1 victoire seulement. Alors que du côté d'Alexandre Talbot, on a 5 combats, 6 combats avec 5 victoires. Donc, et une exhibition, donc il n'a pas de défaite. Voilà, il a 5 combats avec un combat défi. Un combat défi qui est un combat genre de démonstration. D'accord. Donc Alexandre Talbot n'a aucune défaite à son actif. Donc même chose du côté d'Anthony, sur ces 2 combats, il y a 1 victoire et un match défi. Donc, Alexandre Talbot a plus d'expérience en plus d'avoir un talent immense. Et donc je vous invite vraiment à être attentifs sur ce combat, mesdames, messieurs, parce que c'est dans l'intensité. Et l'officiel pour ce combat-ci est Patrick Denis, qui est aussi responsable de la Fédération de boxe québécoise. Patrick Denis, donc, qui est responsable. Ça va être l'arbitre pour ce combat. Et on souhaite bonne chance aux 2 boxeurs. Donc, premier round. Et c'est parti. On est nerveux du côté des 2 boxeurs. On cherche à comprendre l'autre. C'est sûr que dans une finale comme ça, on veut pas faire d'erreur. On a moins le droit à l'erreur. Très bonne garde d'Alex Talbot. Sa tête bouge toujours. Encore une fois, un coup évité. Très mobile. Mais son adversaire est là pour se battre aussi. Il réplique aux attaques d'Alex. Au corps à tête. Comme tu disais, il varie toujours. Il varie ses combinaisons. C'est ça qui est important. Il a toujours frappé au même endroit. Maintenant, whoop, on frappe sur les gants plus que d'autres. Là, on varie beaucoup. On a beaucoup plus de chances d'atteindre la cible. La première minute du premier round vient de se terminer. Encore 1 minute. Très mobile. On est très mobile du côté de Alex Talbot. Bouge la tête, bouge les jambes, est mobile. Parce qu'un boxeur qui reste toujours sur place, qui ne bouge pas, pour l'autre, l'adversaire, c'est beaucoup plus facile d'atteindre la cible quand tu vois un boxeur qui est devant toi qui est immobile. Quand on est mobile, ça fait hésiter l'adversaire à frapper. Et donc le premier round qui se termine très bientôt. En 15 secondes. Et puis c'est toujours Alex Talbot. Oh, bon crochet d'Alex Talbot. Je crois qu'il a atteint la cible. Bonne main droite. Oh, un autre main droite. Excellent premier round. J'ai l'impression, pour avoir vu les autres combats d'Alex Talbot, j'ai l'impression que il y a un petit peu plus de difficulté. Là, par exemple, on sent que le niveau est un peu relevé de son adversaire, Anthony Côté, qui se débrouille très bien. Oui, Anthony Côté se débrouille quand même très bien. Mais encore là, c'est pas évident parce qu'Alex Talbot, sa vitesse est incroyable. Quand Anthony voulait refermer sa garde, Alex était capable d'en placer 1 ou 2. Très efficace sur la contre-attaque. Il faut dire que les autres adversaires d'Alex Talbot n'ont pas eu autant de chance. Se sont fait, comme là, encore, on voit une bonne droite d'Alex Talbot. Mais Alex Talbot a eu de très bons adversaires depuis le début du combat. Donc justement, on vient de donner l'avantage à Alex Talbot pour le premier round. Si on me disait le contraire, David, là, je crois que je démissionnais de mon poste. Je prenais mes clics et mes claques et je m'en allais chez moi. Ben non, donc c'est ça, c'est Alex Talbot qui a pris l'avantage pour les toucher des points. On va recommencer le prochain round. On vient de donner le coup de sifflet. Les entraîneurs vont bientôt descendre du ring. Et voilà, on donne le coup d'envoi au deuxième round. Et c'est parti. Anthony qui garde une bonne confiance. Il s'est pas fait tant mal que ça. Non, il s'est pas fait ébranler, rien. Que là, ça c'est juste qu'Alex, il donne beaucoup de coups. Puis Anthony en a plein les bras à quelques moments.
Ses coups en plus semblent puissants et bien Puissant, dirigés. sec, précis et... Un bon cognard. Il met beaucoup de pression sur son adversaire, Alex Talbot. Il le garde dans les caves. On voit Anthony a de la misère de sortir de là. Oh. Un segment de nez. Donc on va faire une vérification du côté du médecin. Savoir si tout est... Voir si le nez est fracturé. Il est important de voir que le boxeur est... Docteur Blondin qui est en service aujourd'hui. Pour vérifier que tout est parfait. Plus on augmente de catégorie de poids, plus ce genre d'événement arrive. Oui, plus on monte de poids, plus ça cogne dur. Effectivement. Les nez ne sont pas nécessairement faits plus rigides. Et ça permet à Alex Talbot de prendre une pause, prendre son souffle. Prendre son souffle. Encore une fois. Oh, belle esquive. Retour de il a glissé légèrement. Donc là, l'arbitre demande toujours d'essuyer les gants. Quand un boxeur fait une chute au plancher, que ce soit pour glisser ou s'il tombe là, parce qu'il est sonné, il faut toujours qu'il essuie les gants pour pas qu'il y ait de graines là, sur les gants ou pour pas qu'il y ait de coupure ou des choses comme ça. Qu'il y ait une graine dans l'œil chez un boxeur. Bonne garde, Alex Talbot. Belle esquive, il revient. Anthony Côté qui garde quand même une très bonne confiance. Oui, comme là, Anthony, il revient un petit peu. Belle série de coups. Anthony qui ne se laisse pas décourager. On est bientôt prêt pour terminer le deuxième round. Dans quelques secondes. Ça va permettre aux deux boxeurs de souffler un peu. Pendant 1 minute. Dernier effort. Oh, deuxième. 8 secondes. Oh, j'ai pas vu le coup. C'est le premier 8 secondes pour Anthony Côté. Est-ce qu'il est... Non, il est apte donc, à si un arbitre donne 3 comptes de 8 à un adversaire, c'est terminé. C'est terminé. OK. Voilà, donc fin du deuxième round. Courte pause d'1 minute pour nos boxeurs. Donc encore une fois, je pense que c'est Alexandre Talbot de la capitale nationale qui a eu l'avantage sur le nombre de coups portés. Oui, effectivement, c'était assez clair même durant le deuxième round. Il a donné beaucoup de rafales de coups. On va avoir une reprise des coups donnés par Alexandre Talbot. Ça va nous permettre de voir, là, de conclure. Voilà, une belle série. Au corps, à la tête, il varie beaucoup. Esquive, revient avec un direct à la tête. Esquive encore, revient avec un jab direct. On peut voir sa mobilité. Anthony aussi esquivait bien les coups, là. On peut voir la mobilité d'Alexandre. Bonne mobilité. Donc, on donne encore l'avantage du deuxième round à Alex Talbot. Donc, c'est lui qui est en avance toujours dans les points, dans les coups portés sur les cibles. Et si je ne me trompe pas, il a une bonne avance. Oui. C'est pas une avance de 1 ou 2 points. On peut voir que... Mais on voit qu'Anthony est prêt à retourner. Oui. Écoute, c'est son dernier round, lui, dans la compétition. Il n'a rien à perdre. Il a seulement que 2 combats. C'est une très bonne expérience pour lui. Donc, il veut retourner à la guerre. Et c'est parti pour le troisième et dernier round de ce combat entre Alexandre Talbot de la capitale nationale et Anthony Côté de la Rive-Sud. Oh. Perte d'équilibre chez Anthony. Ça, je peux comprendre ça. Quand le boxeur est fatigué, les jambes deviennent plus molles un petit peu. Ça demande plus d'effort pour un boxeur d'être mobile lorsqu'on est fatigué. Je disais tout à l'heure que rendu à ce round-ci, c'est vraiment le cœur. C'est ça qui va nous pousser à... C'est ça. Là, quand on donne vraiment là, 4 minutes d'action intense, avec toute la pression et tout, et le stress, notre énergie là, elle se fait plus rare. Donc c'est le cœur qui va vraiment aller chercher notre énergie de secours pour vraiment là, donner les derniers efforts du combat. La volonté des boxeurs.
belle réplique d'Alex Talbot. Anthony aussi cherche à donner des coups au corps et à la tête de varier ses combinaisons. Talbot qui a encore le centre du ring, qui est arrivé il a pas mal 90% toujours, du temps. pas mal toujours le centre du ring. Il coupe le ring, c'est-à-dire qu'il réussit à amener toujours son adversaire dans les câbles à des endroits précis. Vous voyez, il est bien mobile, il danse, il est en complète confiance. 30 secondes au troisième et dernier round de ce combat. Quatrième combat sur 6 de notre journée de finale au Centre Price pour la boxe olympique. Encore une fois, je suis étonné de voir aux 6 combats le talent d'Alex Talbot. J'ai hâte de le voir à 30-40 combats. Ouf, ça va être à surveiller. S'il continue d'avoir deuxième compte de 8. Un dernier, puis malheureusement, là, on va être obligé de mettre fin au combat. Ah, mais il reste quelques secondes au round de toute façon. Là, donc là, je conseillerais à Anthony de se déplacer, de garder les mains hautes. Là, pour pas se faire blesser à ce moment-là. Donc on donne un dernier petit conseil. Et puis on va terminer bientôt le round. Ouh, coup bas, non? Est-ce que c'est une punition? On enlève un point? Actuellement, non. On enlève un point. Oui, j'ai oublié de te dire ça, David. On enlève un point lorsqu'il y a 3 avertissements pour la même faute. OK. Par exemple, si on avertit 3 fois durant le combat pour tête basse, là, on enlève un point. Parfait. Donc, au bout de 3 fois. On va savoir maintenant la décision de l'arbitre sous peu, mais je pense que c'est assez clair dans nos têtes. Très, très clair. Qu'Alex Talbot va remporter la compétition pour cette finale. Ah, cette fois-ci, c'est Anthony qui a réussi à pousser Alex Talbot dans les câbles. Mais Anthony, il est rentré un petit peu la tête basse. Il regardait, je dirais, à moitié un peu là, les coups qu'il portait. Ce qui fait qu'il n'a pas réussi à atteindre le nombre de coups qu'il voulait. C'est sûr que, tu sais, si on regarde pas exactement ce que nos coups sont portés, ben, il y a moins de chances que ça atteigne la cible. Effectivement. On appelle ça de la boxe à l'aveuglette. Et donc, on va se diriger vers le centre du ring. Mais Anthony m'a quand même impressionné. Oui, plus que les autres adversaires. Il ne s'est pas laissé abattre. Là. Ouais. Il voulait continuer, il voulait se battre. Mais rendu là. C'est la dernière participation au Jeux du Québec pour cette année. Ça va revenir dans quelques années. On donne son maximum, je pense, puis c'est ça l'important. Exactement. Et donc, on remet... On devrait remettre le résultat dans quelques instants. J'imagine que ça va être une décision qui est unanime. Décision unanime des arbitres pour le point rouge. On a perdu le micro. Ouais, on a perdu le micro dans la salle, mais pas nous. Non, pas nous. Donc, Alex Talbot de la capitale nationale qui est champion dans sa catégorie 58 kilos. Qui vient de remporter de façon unanime de la décision du juge. C'était très clair. Il a donné 3 excellents combats où ce n'était pas du tout serré. Non, effectivement. Il a gagné haut la main ces 3 combats. Donc, c'est vraiment là, c'est un boxeur de talent. Et puis, on va avoir droit au prochain combat. L'autre combattant qui était assez surprenant, Abed El-Safadi de Bourassa. Un excellent combat. On va s'en aller en publicité et après ça, on va revenir avec vous tout de suite après la pause. Moi, c'est pour être éclairagiste. Moi, c'est pour devenir caméraman. Moi, c'est pour créer des effets spéciaux. Nous sommes de retour à la boxe olympique au Centre Price pour la 48e finale des Jeux du Québec. Et c'est le combat qu'on attendait aussi autant que celui d'Alexandre Talbot qui a précédé celui-ci. Abed El-Safadi de Bourassa contre Samuel Beaulieu de Chaudière-Appalaches. Abed El-Safadi qui nous a surpris dès le début. Là, on ne connaissait pas ce boxeur. Et puis, il a des bonnes forces. C'est pas mal mon deuxième coup de cœur après Alex Talbot. C'est un boxeur comme Alex Talbot. On avait remarqué qu'il coupait bien le ring, qu'il cernait son adversaire dans les câbles. Mais Abed El-Safadi,
va faire la même chose cet après-midi. Un peu le même style qu'Alexandre Un peu le même Talbot. style. Et donc, si on peut voir là, 2 combats pour Abed El Safadi, quand même, c'est pas beaucoup pour l'expérience qu'il a démontré sur le ring ces temps-ci. Seulement que 2 combats, tabarnouche. 2 victoires, en fait. Et du côté de Samuel Beaulieu, on a 10 combats, 10 donc combats. c'est la limite Ok. permise pour les Jeux du Québec. Exactement. Par contre, on a 3 victoires, 7 Cette défaite. Donc, on peut Et voir. j'ai remarqué hier que Samuel Beaulieu est plus un cogneur. Les coups qu'il portait étaient vraiment de côté. Il lançait ses coups en puissance. Abed El Safadi qui est plus agressif, je pense, qu'Alexandre Talbot. Donne plus de coups, ça c'est sûr. Plus vite. Donne... Ouh. Oui. Plus précis dans ses coups. C'est bizarre de voir que malgré le peu d'expérience d'Abed, on voit un talent peut-être Parce plus que élevé. j'imagine que l'entraînement, ça aide beaucoup à la technique, mais il n'y a rien, Les y a rien entraîneurs comme, aussi. y a rien comme un combat pour vraiment savoir comment Exactement. se faire agresser toujours pendant 2 minutes par un adversaire. J'imagine que ça change totalement la donne. Exactement. On va voir si Abed va être capable d'apporter son adversaire dans les câbles comme on a vu hier. Abed qui vise quand même souvent la tête. Oh! Très belle contre-attaque. Il a attendu les coups de Samuel pour placer un très bon direct. Vraiment précis au visage. Encore là, jab direct. La rapidité d'Abed est beaucoup plus élevée que son adversaire. Wow. C'est toute une série. Il fait beaucoup de points là. Une bonne avance en partant dès le début du combat. 30 secondes au premier round. Donc l'officiel, l'arbitre pour ce match est toujours Patrick Denis, qui est aussi responsable de la boxe olympique au Québec, la fédération de boxe. Je dirais que la façon la plus probable que Samuel remporte un combat, ce serait d'assommer son adversaire. Parce qu'Abed donne beaucoup plus de coups, plus précis. Donc, du moment où on assomme l'adversaire, les points comptent plus, c'est ça? S'il assomme l'adversaire, c'est sûr que si l'adversaire est mis hors de combat, là maintenant, quand même que tu avais 10 points de retard, tu gagnes quand même. Voilà. Dès que tu mets l'adversaire hors de combat, c'est toi qui remporte. Parce que du côté de Samuel, c'est un cognard, ça cogne fort. Ouais, moins souvent, mais fort. Exactement. Ce que j'ai pu voir hier, ses coups avaient l'air d'avoir une bonne puissance. Et tandis qu'Abed a plus de talent, plus vite, donne plus de coups. Et donc, on donne l'avantage de nombre de coups portés et points faits par Abed El Safadi, bien sûr. C'est ce qu'on croyait, bien sûr. Ouais, c'est sûr. J'ai l'impression qu'avoir Abed assis sur son banc, il est quand même en contrôle, pas trop fatigué. Moi, je vois qu'après un premier round, il est tout à fait en contrôle, c'est moyen. Du côté de Samuel, on semble aussi apte à continuer le combat. Oh, il n'y a pas de doute là-dessus. Hier, le combat de Samuel contre un jeune de Saint-Hyacinthe, Anthony, les deux pugistes se sont donné des coups là, vraiment à longue portée, des bons coups en pleine puissance. Puis les deux boxeurs continuaient, ne semblaient jamais ébranlés. Donc, je suis pas inquiet là, que Samuel est capable de prendre quelques coups visage là, sans sembler ébranlé. Mais tu réagis pas. Action-réaction, mon Sam. Trop loin. Samuel qui frappe quand même souvent les gars d'Abed. Dans ce temps-là, c'est des coups perdus. C'est ça. C'est de l'énergie dépensée, mais pas de points. Sans faire de points, donc il aura avantage à plus regarder. Avoir une meilleure précision. 1 minute au deuxième round. Dernière minute pour le deuxième engagement. Oh! Très précis, Abed. Oh! 3! Premier 8 Je secondes. comprends l'officiel Patrick Denis de donner un compte parce que, bon, premièrement, Samuel, ça sonne. Mais il a donné 3 coups directs en plein sur la cible. En ligne. 3 directs, boum, 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 en plein sur la cible. Donc à ce moment-là, c'est bien de donner un 8 secondes de répit à Samuel. Encore des bons coups sur la cible.
Jab, jab direct. Samuel, je suis surpris comment il donne beaucoup de plus de coups en ligne droite qu'hier à la demi-finale. Il avait plus tendance à donner des crochets. Tout le long du combat, je le voyais donner des crochets, mais là, il essaie d'aller plus en jab direct pour la finale. Parce qu'il sait qu'en crochet, les coups vont être beaucoup plus longs à donner. Donc, ça ne sera pas efficace là, pour Abed, là, donc, avec, fin du deuxième un adversaire round. comme Abed. Et je pense pas que Samuel a réussi à reprendre l'avantage du combat. Non, malheureusement pour lui. Abed a encore gardé une très bonne avance. Donc on s'en va on va revoir une séquence, une belle séquence de combat. Une reprise. L'arbitre cache un petit peu. Oh! Très bon direct de la part d'Abed. Les gants maintenant. Oh! Ah ouais, c'est excellent. Très belle contre-attaque. Il a attendu que Samuel donne son jab pour placer son direct par-dessus le gant de Samuel. L'avantage a été donné encore à Abed El Safadi de Bourassa. Toujours dans la catégorie des 64 kilos. Avant-dernier combat de cet après-midi de finale. Exactement. Au Centre Price pour la 48e finale des Jeux du Québec. Et on commence maintenant le troisième et dernier engagement. Round. C'est parti pour cet avant-dernier engagement de la journée. Après 2 rounds, c'est Abed El Safadi qui a l'avantage. On va voir si durant le troisième round, Samuel pourrait renverser la vapeur. On ne sait jamais. Réagis après son attaque. Encore une fois, Abed qui réussit à amener son adversaire. À garder et à le garder dans les câbles également. Ça, c'est plus difficile. C'est ça. Là, Samuel en a plein les bras. J'ai tenté de s'accrocher à Abed, mais on met fin à l'échange. Samuel veut donner le tout pour le tout, là, je vois. C'est son dernier round dans la compétition. Il n'a plus rien à perdre. Je sais pas ce que tu en penses, mais on dirait qu'il veut frapper, mais frapper fort. Ouais, là il veut frapper beaucoup plus fort que les 2 premiers rounds. Comme je te disais, ses coups en crochet. Il est un peu moins précis, mais quand il va frapper, c'est ça. C'est pas mal sa dernière option qui lui reste. Là. À donner des coups en puissance pour essayer de débranler son adversaire. Parce que c'est sûr que Abed a une bonne longueur d'avance. Il a pas l'air du tout ébranlé. il a l'air vraiment en contrôle. Ah, complètement en contrôle, là, c'est moyen. Il y a un certain calme, on dirait, chez Abed El Safadi. Environ 30 secondes. Il l'aide à garder une bonne concentration. Encore, on a Samuel qui veut se battre, qui est encore là, qui ne plie pas les genoux, mais qui malheureusement ne réussit pas à porter autant de coups précis que son adversaire Abed. Donc le round qui va bientôt se terminer, effectivement. Terminer le combat. Et je crois bien que ça va être une victoire assez éclatante de Abed El Safadi après ça. En effet, durant les 3 rounds, Abed a dominé ces 3 rounds. Donc, je ne verrais pas comment Samuel pourrait remporter ce combat. Même s'il a fait une très bonne performance. En reprise. Au corps, à la tête. Oh, très bel uppercut précis. La cible était très petite parce que Samuel couvrait son visage et Abed a réussi à envoyer un uppercut sur le front de Samuel. Boxeur très précis, Abed. Et donc, on vient de voir là à l'écran que le gagnant du combat va être bientôt Abed El Safadi qui a eu l'avantage pour le 3e round. C'est pas trop une surprise. Non, pas du tout. C'est ce qu'on s'attendait pas mal. Et puis, comme on l'a dit en début de combat, là, Abed qui a seulement 2 combats à son actif, 2 victoires, tandis que Samuel Beaulieu en avait 10 au total. Mais encore là, ça veut rien dire. Ouais. Ça dépend toujours des adversaires que l'on affronte. Et donc, décision unanime des juges, le gagnant est Abed El Safadi de Bourassa dans le coin rouge. David, on est déjà arrivé au dernier combat des Jeux du Québec.
Dernier combat pour cette finale 2013 des Jeux du Québec à Saguenay en boxe olympique. Je vous rappelle qu'on est au Centre Price à Kenogami et on va s'en aller en courte pause avant de vous présenter la dernière catégorie des 70 kg et plus. J'espère que vous passez un bon moment, mesdames, messieurs. De retour à la boxe olympique, effectivement. Dernier combat pour cet après-midi. Dernier combat de la finale des Jeux du Québec à Saguenay. Et on va avoir droit à une catégorie. On n'a pas vu encore les deux boxeurs. On n'a pas vu les deux boxeurs du tout. Ils s'affrontent directement en finale. Donc, ils n'ont pas eu besoin de passer à la demi-finale et au quart de finale. Cette catégorie, mesdames, messieurs, c'est les 70 kilos. Et puis, d'un côté, on a de Bourassa Roch Gagné qui a aucun combat à son actif. Et de l'autre, 0 combat. Il fera face à Charles DeSantis de la Rive-Sud avec un combat à son actif, dont une victoire. Ça fait pas beaucoup d'expérience des deux côtés. Non, les deux côtés n'ont pas... les deux boxeurs n'ont pas beaucoup d'expérience. On va peut-être avoir droit à des surprises, je te dirais, José. Je suis surpris, par exemple, que Roch Gagné s'en va aux Jeux du Québec avec 0 expérience de combat en boxe amateur. Faut commencer quelque part. J'espère qu'il a fait beaucoup de rondes de sparring. Le sparring qui a des rondes de boxe, mais en entraînement. Okay. Il n'y a pas d'arbitre, pas de juge, rien. Donc, dans le coin rouge, c'est Roch Gagné de Bourassa et Charles DeSantis dans le coin bleu. Dans la Rive-Sud, c'est Charles qui a un combat à son actif et Roch qui n'en a aucun. L'arbitre pour ce dernier match de finale est Patrick Day. On va peut-être avoir droit à des surprises. On ne connaît pas les deux boxeurs. Donc, Charles, qui provient du club de boxe de Saint-Hyacinthe, son entraîneur est Marc Saillé. Marc Saillé qui est un entraîneur d'expérience. Depuis moi mes débuts de boxe, il y a 18 ans, Marc était déjà l'entraîneur dans la fédération de boxe. Donc je ne suis pas inquiet que son pugiliste Charles devrait bien s'en sortir. Déjà 1 minute de fait dans le premier round. Il n'y a pas vraiment de point qui semble avoir été fait pour le moment. Pas de grosses shots précises, je pourrais te dire. Je remarque que le boxeur de Saint-Hyacinthe... Oh là, il y a une bonne garde, mais tout à l'heure, il avait tendance à avoir les mains basses un petit peu. Donc tu parles de Charles DeSantis. Exactement, oui. Là, son entraîneur, on entend son entraîneur lui dire « Allez, frappe! » Ton adversaire est dans les câbles. Quand ton adversaire est dans les câbles, là, c'est le temps d'y aller. T'attends pas, tu frappes. Oh! Oui. Un bon coup de Charles. Charles est plus agressif que son adversaire. Un petit peu plus. Fin du round dans quelques secondes. Ouf. Bon petit jab. Charles qui semble être un cogneur assez puissant. Il donne ses coups, on voit qu'il donne ses coups plus en puissance, malgré qu'il a donné beaucoup de coups en ligne droite, c'est-à-dire des jabs et des directs. Il n'a pas utilisé de coups encore en crochet. Des coups en crochet, là, on donne beaucoup plus de puissance parce que c'est un coup, là, on donne beaucoup d'élan à ce coup-là. Des coups en ligne droite, c'est peut-être un petit peu moins puissant que des crochets, mais un bon direct sur le nez, là, ça peut être très, très, très puissant. Donc, on a une reprise ici pour voir les bons coups de ce premier round. Boum! Un bon direct. Direct sur la cible. Et donc, c'est sur cette reprise que je vous dis que c'est Charles DeSantis en bleu qui a l'avantage des coups portés et des points faits pour ce premier round. Il a été un petit peu plus agressif que son adversaire, a porté plus de coups, a atteint la cible plus souvent. Donc, automatiquement, c'est lui qui a l'avantage. On sait qu'il a l'avantage. Le deuxième round qui s'apprête à commencer dès maintenant.
Et donc, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs qu'il va y avoir remise des médailles à 15h30, donc presque tout de suite après ce combat-ci. Oh! Petite feinte là, de la part de Charles. Oh! Le Rock réussit à bien contre-attaquer tout de même. Charles qui fait vraiment ce que son adversaire, ce que son entraîneur lui dit. Je dirais que le coup efficace à Charles est vraiment son direct de sa main droite, qu'il envoie là à pleine portée. Donc quand ça atteint la cible, ça atteint en puissance. Les deux combattants qui ont tous deux 16 ans. 16 ans pour les deux combattants. Oui. Ils ont encore tout l'avenir devant eux. C'est un bon coup, ça, de regagner. Bon jab de Charles. Oh, uppercut. Belle tentative. Deuxième round qui est bientôt Oh, terminé. Charles. Et Rock qui réplique. Avec des bons coups de crochet. Charles qui a une très bonne main arrière. C'est sa main droite. Lorsqu'il donne des directs ou des uppercuts de sa main droite, il y va de pleine puissance. Voici la fin du deuxième round de ce dernier match de la boxe olympique au Centre Price pour les Jeux du Québec 2013 à Saguenay. Il va falloir attendre encore un bon moment avant de revoir de la boxe olympique, c'est-à-dire aux prochains Jeux d'hiver. Exactement. On est chanceux d'avoir cette année les Jeux du Québec au Saguenay. Puis avoir le retour de la boxe olympique, effectivement. Donc on était en reprise. Et on voit là, cette fois-ci une bonne série encore de Charles DeSantis. Oh, mais regarde, c'est là que Rock a réussi vraiment à contre-attaquer. Il a placé un bon direct à Charles. Et Charles en a maintenant plein les bras là, si on regarde la reprise. Mais ça n'a pas convaincu encore les juges. Non, donc, non, deuxième c'était round, pas assez pour... Deuxième round qui est donné à Charles DeSantis encore. Charles encore. Je pense qu'il y a quand même après. une bonne avance. D'après moi, il a une certaine avance. On va voir si Rock a plus qu'un tour dans son sac pour renverser la vapeur. Il reste seulement 2 minutes là, pour... Ouais, les 2 dernières minutes de notre compétition des Jeux du Québec. Par la suite, comme je vous l'ai dit, ça va être la remise des médailles. Là, Oh! C'est la dernière chance. Avec un bon direct. Là, je crois que le Rock va en profiter là, pour donner tout ce qu'il a à son adversaire. C'est à ce moment-là que la forme physique des pugilistes est très importante. Voir s'ils ont un bon bagage cardiovasculaire. Parce que lorsqu'après 2 rondes, quand c'est serré, s'il y en a un des deux qui est beaucoup plus en forme, c'est là que la différence va se faire. C'est facile de voir ça à la télévision, mais j'imagine que de boxer 6 minutes intenses avec 1 minute entre je peux dire, mais quand tu es plus ou moins en bonne condition physique au niveau de ton cardiovasculaire, c'est très difficile d'aller chercher les derniers efforts. Donc Charles a davantage à garder sa grande portée et de laisser Rock à distance. Mais on voit Charles commencer à être fatigué un petit peu. On fait signe du côté de l'arbitre que les jambes deviennent plus molles. Il a tourné le dos à son adversaire. C'est ce qui est interdit. Pour éviter de recevoir des coups derrière la tête, là, justement, pour protéger les boxeurs. Je sais pas là, mais Rock, on dirait que... Il veut. Il reprend vie tranquillement. Est-ce que ça va être assez pour remporter le combat? Les deux pugilistes sont fatigués, on les voit là. Je vous rappelle la catégorie 70 kg. C'est la finale, on n'avait pas vu encore ces deux boxeurs. Non, c'est la première fois qu'on les voit combattre. Charles,
On a davantage à vouloir tourner le dos lorsqu'il se fait frapper. Il aura avantage à garder vraiment une bonne visibilité. Là. Okay, le troisième round qui va se terminer sous peu. Bon combat, très serré. On va voir si ce dernier round a permis je donnerais le troisième round à Rock, par exemple. Ouais. Il reste à savoir si l'avance de Charles est assez grande pour qu'il puisse garder, pour qu'il puisse remporter le combat. Donc, je rappelle le système de pointage. Lorsqu'on donne un coup sur la cible, eh bien, ça donne un point. Et la cible étant en haut de la ceinture, le visage et le corps. Et puis, c'est cumulatif, donc ça n'arrête pas à chaque round. Chaque juge a sa feuille pour calculer les points. On vient de donner l'avantage au coin rouge, c'est-à-dire à Rock Gagné. Donc, c'est Rock Gagné qui va remporter le... on a donné l'avantage de ce round-ci. OK, de ce round-ci. OK, ben c'est ce que je croyais. Là. Moi, je donnais le round vraiment à Rock là, aussi. Il reste maintenant à savoir si ça va être assez pour le couronner vainqueur de cette là, ce qu'il faut, c'est que l'avance de Rock dans ce troisième round soit assez grande pour combler l'avance de Charles des deux premiers rounds. Rock a bien fait ça, il a bien terminé son combat. On va avoir droit à une reprise sous peu pour voir le point fort de ce troisième round. Exactement. Donc on s'apprête à couronner le vainqueur de la catégorie des 70 kg en finale. Rock Gagné de Bourassa et Charles DeSantis de Rive-Sud. Alors la victoire est accordée à... Unanime. C'est ça. DeSantis de la Rive-Sud. Charles avait une assez bonne avance durant les deux premiers rounds. Dans le coin bleu, Charles DeSantis de la Rive-Sud qui remporte la médaille d'or. Un jeune homme de Saint-Hyacinthe. Et voilà. Et donc, c'est ce qui conclut les combats pour cet après-midi. Mais il reste la remise des médailles qui va se faire dans quelques minutes, tout de suite après cette pause publicitaire. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Moi, c'est pour devenir régisseur. Moi, c'est pour devenir aiguilleur. Moi, c'est pour devenir ingénieur de son. Moi, c'est pour devenir caméraman. Moi, c'est pour créer des effets spéciaux. J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière et je suis maintenant coordonnatrice de projet. J'ai étudié en publicité en ATM et maintenant je suis designer graphique. J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière. Je suis maintenant coordonnatrice publicitaire. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant assistante à la réalisation. Moi, j'ai fait ATM post-production et je suis maintenant artiste en effets visuels. J'ai fait ATM Production, je suis maintenant technicienne en télévision. Qui est mon analyste maison pour cette finale des Jeux du Québec. Ça fait plaisir. Qui a boxé quand même longtemps en boxe olympique.
et donc qui nous a servi des excellents commentaires tout au long de l'après-midi. Et moi, de mon côté, je voulais te parler un petit peu de la boxe olympique. Ça a commencé tout ça en Égypte. Puis après ça, ça a été introduit dans les Jeux olympiques grecs, il y a de cela des milliers d'années. Mais c'est vraiment en 1880 qu'on a vu vraiment le début de l'organisation du sport un peu partout, surtout aux États-Unis. C'était là que c'était populaire. Et en 1904, c'est la première apparition de la boxe aux Jeux olympiques de Saint-Louis. Et il faut savoir qu'il y avait seulement les États-Unis qui étaient inscrits comme concurrents dans cette discipline-là parce qu'il y avait juste là que c'était populaire la boxe. Fait qu'ils boxaient entre eux autres? Oui, exactement. Et puis c'est en 1912 à Stockholm, les Jeux olympiques de Suède, il n'y a eu aucune boxe parce que bon, les règles suédoises interdisaient ce sport de combat-là, considéré comme trop violent ou trop dangereux. Donc ça a pris un moment, tu as vu, avant l'acceptation du sport. Il n'y avait pas de protection à ce moment-là. C'est ça, la protection a fait son apparition en 1984. Le port du casque a été mis obligatoire lors des Jeux de Los Angeles. Et en 1992, est apparu le système de points qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire, bon, à chaque coup porté sur la cible, ça donne un point à l'adversaire et donc ça permet ici de déclarer des gagnants. Et puis tu nous expliquais là, rapidement c'était quoi la différence entre la boxe olympique et la boxe qu'on voit par exemple à la télévision, par exemple Jean-Pascal ou Carl Froch. C'est sûr que premièrement, pour ce qui est de la protection, il y avait 3 différences. Il y a 3 différences, 3 grosses différences, c'est le temps des combats. Quand on a des combats de championnat côté professionnel, c'est 12 rondes de 3 minutes. C'est 36 minutes d'action contre 6 minutes d'action comparativement au jeu qu'on vient de voir là. Puis aussi, deuxième chose, c'est la protection. À la boxe professionnelle, les gants sont beaucoup plus légers qu'à la boxe amateur. Puis on n'a pas de casque protecteur. Donc les coupures sont beaucoup plus fréquentes en boxe professionnelle. C'est ça, il y a beaucoup plus de risques d'un knockout. Et au final, c'est le système de points qui change. Oui, le système de points. Pour parler du système de points à la boxe professionnelle, on ne peut pas avoir plus que 10 points à chaque ronde. Fait quand même que tu donnes 150 coups sur la cible, tu peux pas avoir plus que 10 points, puis lui qui remporte pas le ronde a 9 points. Si tu tombes au plancher, tu tombes à 8 points. Fait que quand même que tu donnes un round incroyable, tu risques d'avoir seulement 1 point d'avance sur le round. Fait qu'il faut gagner là, chaque ronde, il faut les gagner, il faut dominer son adversaire pour pouvoir remporter. Tandis qu'en boxe olympique, c'est vraiment... Il faut marquer des points, marquer des coups sur la cible le plus possible. Et puis ça s'accumule sans arrêt, il n'y a pas de maximum. Et donc, on peut faire une revue un peu de nos combats d'aujourd'hui. On a commencé ça avec la finale des 54 kilos féminins qui a été remportée par Florence Belle-Germain. Très beau combat de la Rive-Sud qui l'a remporté sur l'Abitibi-Témiscamingue. Mégane Grondin qui a dû terminer le combat très tôt. On a vu vraiment l'expérience de Florence qui avait un avantage flagrant sur Mégane qui avait seulement 2 combats, si je me trompe. 2 combats. Puis Florence était championne des gants de bronze. Puis on a vu, ça paraît. Ça a paru. Donc, dès le deuxième round, tout de suite, Florence a installé son adversaire dans les câbles. Elle l'a mitraillé de coups. Et ça a donné fin au combat, malheureusement, pour Mégane. Donc, tu disais aussi que les gants de bronze, c'est des compétitions qui sont à part, par exemple, des Jeux du Québec. Gants de bronze, gants d'argent et gants d'or. Gants de bronze, gants d'argent et gants dorés. Gants de bronze, je répète, c'est pour les athlètes de 5 combats et moins. Les gants d'argent, c'est pour les athlètes boxeurs et boxeuses de 10 combats et moins. Et les gants dorés, c'est vraiment classe ouverte, expérience. Toute expérience inclue. Et donc, on avait des favoris aussi en début de rencontre. On avait Alex Talbot de la capitale nationale qui ne nous a pas déçus. Il nous a pas déçus du tout. Qui s'est opposé à Anthony Côté de la Rive-Sud. Donc, ça a été un très bon combat. Il a remporté en fait les 3 rondes, je dirais à plate couture. Oui. Alex Talbot a su enchaîner les coups à la tête, au corps. Il a su être mobile tout le long de son combat. Sa tête bougeait. Après toutes ces combinaisons de coups, sa tête bougeait, il était mobile. Il ne se laissait pas contre-attaquer. Et ce qui a fait que c'est lui qui a remporté. Il était vraiment en contrôle. En contrôle tout à fait de ses moyens. C'était assez incroyable. Aussi Abed El Safadi qui a combattu juste après lui de Bourassa, qui a eu aussi les 3 rondes pour lui dans la catégorie des 64 kilos. Qui ne nous a pas déçus non plus. Ça faisait 2 jours qu'on le voyait. Exactement. C'était un peu du même style qu'Alex Talbot. Il donnait beaucoup de combinaisons, cernait son adversaire dans les câbles. Il avait complètement le contrôle du ring. Il savait où se déplacer pour envoyer son adversaire dans les câbles, pour donner des points, puis pour remporter le combat. On le sentait vraiment en contrôle. En contrôle tout à fait de ses moyens. C'était 2 boxeurs en contrôle de leurs moyens tout le long de la compétition, je dirais. Donc, moi, je pense que dans ces 3 journées de compétition, la seule déception, c'est pour Alex Gagnon du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a été éliminé hier en demi-finale. Exactement. C'était notre seul
pugiliste qui représentait la région. Et malheureusement, il n'a pas réussi à remporter son combat. Donc, ça ne l'a pas amené au final d'aujourd'hui. Donc, il s'était battu contre Mohamed Seydoun qui, lui, a remporté son combat aujourd'hui encore contre Chadrick du Clairville de Laval. Mohamed Seydoun qui venait de Montréal et qui a battu notre pugiliste du Saguenay-Lac-Saint. Ce qui est décevant là-dedans, c'est que Alex s'est pris contre le meilleur pugiliste en partant. Donc, s'il s'était pris peut-être contre un autre, ça leur aurait peut-être permis d'accéder à la finale contre Mohamed. Mais malheureusement, c'est le tirage au sort qui décide quel pugiliste va se prendre contre qui. On ne peut pas choisir. Et donc là, on entend la chanson thème des Jeux du Québec, ce qui annonce la remise des médailles officielles pour cette épreuve de boxe olympique présentée par la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. Et donc, on va voir nos champions s'avancer tranquillement. Et donc, de l'Estrie, la médaille de bronze. Estrie, médaille de bronze. On a Pascal Lavoie. De la région de l'Abitibi pour la médaille d'argent. On a Mégane. Mégane Grondin pour la médaille d'argent dans la catégorie 54 kg féminin, il faut le rappeler. Et puis finalement, on va avoir la seule catégorie de poids féminin qu'on a durant cette fin de semaine. Et pour la médaille d'or, représentant la région de la Rive-Sud, Florence Belle-Germain. Donc Florence, la championne. Voilà, qui a grandement mérité son titre. Oui, un très beau combat. Donc les trois récompensés aujourd'hui, on parle de la région de l'Estrie en médaille de bronze, l'Abitibi en médaille d'argent et la Rive-Sud à la médaille d'or. Félicitations à nos trois boxeuses. On va maintenant passer à la remise des médailles de la catégorie des 46 kg. 46 kg maintenant. Où le champion est Tommy Langlois de l'Abitibi. Qui s'entraîne au même endroit que Mégane Grondin, celle qui vient de remporter la médaille d'argent. Ah. Donc la foule qui est toujours très présente. La foule ne nous a pas lâché de tous ces Jeux du Québec. Ça a donné, oui, c'est vrai. Hein, depuis mercredi, le centre presse est plein à craquer. Les gens s'assoient proche des murs. C'est pour ça qu'on a dû agrandir un petit peu notre espace. Exactement. On a dû ouvrir une section derrière parce qu'hier, c'était salle comble. On était obligé de fermer les portes pour empêcher le monde de rentrer tellement c'était plein. Et donc, comme je l'ai dit, on va passer maintenant à la catégorie des 46 kg. Où, au total, on a eu quand même beaucoup de boxeurs. Ben, en fait, 4 boxeurs qui ont compétitionné dans cette catégorie. 3 boxeurs. On a 4 ici. 3 boxeurs. On a Danikel Giroux, Mathieu Brunet et Tommy Langlois. Ah non, c'est vrai, tu as raison. On avait 4 boxeurs. 4 boxeurs. Et 3 médailles. 3 médaillés. Donc les voilà, ils vont faire leur entrée sur le ring très bientôt. Avais-tu déjà entendu la chanson des Jeux du Québec, David? Oui, tout le long. En fait, on l'a fait jouer. C'est la première fois que je l'entends. Oui, ben, on l'a fait jouer depuis le début des Jeux du Québec. À toutes les fois qu'il y a quelque chose de protocolaire, on n'a pas le choix de faire jouer cette chanson. C'est une chanson qui date des premiers Jeux en 1971. Cette chanson-là date des premiers Jeux? Effectivement. Elle a été remixée. Bon. OK, c'est bien. On garde un beau classique. Oui. 46 kg, médaille de bronze. Danikel Giroux. De l'Outaouais. Danikel Giroux, médaille de bronze. Il avait combattu contre Mathieu Brunet, qui est notre médaille d'argent d'ailleurs. Pour une autre médaille de bronze de l'Est du Québec, Fabien Derry. Ah, on semble avoir 2 médailles de bronze. Donc Fabien Derry de l'Est du Québec. La médaille d'argent. C'est ça. C'est les deux qui ont perdu en demi-finale. Exactement. Étant donné qu'il n'y a pas de prix récompense, il n'y a pas de combat pour les deux perdants de demi-finale, on est obligé de donner 2 médailles de bronze en ce moment. Donc Mathieu Brunet du Sud-Ouest gagne la médaille d'argent. Notre grand gagnant, Tommy Langlois. Médaille d'or de l'Abitibi-Témiscamingue représente fièrement sa région avec son drapeau. Prendre une photo protocolaire. Donc je vous rappelle que vous regardez la cérémonie de remise des médailles
de la boxe olympique de la 48e finale des Jeux du Québec, en compagnie de moi-même, David Tremblay, et José Malaison, mon analyste des combats de cet après-midi. On a eu droit à 6 bons combats, ce qui nous a donné là, des champions dans toutes les catégories. On va d'ailleurs aller voir la catégorie des 52 kilos. Lorsqu'on arrive à des finales comme ça, David, c'est sûr que les combats risquent d'être beaucoup plus relevés. Exactement. Lorsqu'on arrive en finale. Dans la catégorie des 52 kilos, on va voir entre autres notre champion de la région, Alex Gagnon, Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a été défait par le champion qui va se mériter la médaille d'or, Mohamed Seydoun de Montréal. Et ils vont faire leur entrée sur le ring sous peu. Je sais pas si tu savais que les médailles étaient faites par Rio Tinto Alcan. Ah! Non! C'est commandité par... c'est eux qui ont designé la médaille. OK. Et puis c'est eux qui s'occupent de les produire et de les fournir. Donc on attend toujours nos champions de la catégorie des 52 kilos. Où on a eu en tout 4 boxeurs qui ont compétitionné pour cette catégorie. Hier, Armand Miklescu de Bourassa et Alex Gagnon du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont été éliminés face aux deux opposants d'aujourd'hui, Chadrick du Clairville de Laval et Mohamed Seydoun de Montréal. J'ai bien aimé ce combat technique entre Mohamed et Chadrick. Très bon combat où il y avait beaucoup de contre-attaques. On ne frappait pas pour rien, on attendait toujours le bon moment avant de frapper. J'ai bien aimé ce combat. C'était deux boxeurs qui étaient très différents. Oui, exactement. Un vraiment avec une plus grande portée, puis un plus petit qui tentait à rentrer sur Mohamed et s'enfuir par la suite. Ouais, physiquement, c'était différent. Les deux ont très bien joué leur jeu. Oui. Ont tenté d'amener l'autre dans son jeu. Exactement. Et donc voilà la remise de médaille. 52 kilos chez les hommes. Tout d'abord, la médaille de bronze au représentant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Alex Gagnon. Donc Alex Gagnon, représentant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, médaille de bronze. Aussi une médaille de bronze pour Armand Miklescu. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir Alex contre Chadrick. Je crois que ça aurait pu donner effectivement très belle opposition. Donc Armand Miklescu de Bourassa, qui a aussi la médaille de bronze. Représentant de la région de Laval, Chadrick du Clairville. Monsieur du Clairville qui s'en va donc avec l'argent. Mohamed qui vient de Montréal, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, il vient de Montréal. Il va retourner dans sa région avec une belle médaille dorée. Je dois dire que la région de Montréal et Bourassa et Montréal, qui sont dans le fond dans la région métropolitaine de Montréal, c'est une bonne force. Ils ont des bons clubs de gym. À Montréal, la boxe professionnelle est là. Ouais. Les entraîneurs de boxe professionnelle sont installés là. Donc, les athlètes de boxe amateur peuvent avoir accès à ces entraîneurs-là. Donc, à Montréal, ils ont beaucoup d'outils pour performer. Même à la boxe amateur. Exactement. Donc on va maintenant couronner les gagnants de la finale pour le 58 kg. 58 kg maintenant. Dont le champion Alex Talbot qui était favori dès le début, là, qui n'a pas déçu du tout dans son combat. Il a dominé ses 3 combats. Dominé, oui, exactement. Même celui-ci là, contre Anthony Côté, qui était très bien mené, toujours en contrôle. Toujours en contrôle. Très bonne combinaison tout le long de ses combats. Très impressionnant. Donc on va avoir, si j'ai bien compris, quelqu'un de la ville de Saguenay qui va remettre la prochaine médaille. C'est pas notre mère. Je sais pas, on va voir bientôt à la caméra. Donc les champions qui font leur entrée sur le ring. Et puis dans cette catégorie, on avait aussi 4 boxeurs. Donc on va avoir droit à 2 médailles de bronze, une médaille d'or et une médaille d'argent. Très bonne catégorie.
Ouais, c'était des bons, très bons combats. Une catégorie, je dirais, des plus relevés là, ouais, des Jeux du très bon Québec. combat. Tommy Barnes il a fait quand même un bon combat contre Alex Talbot hier. Oui, oui. Mais quand même, bon là, il n'a pas réussi à avoir l'avantage dans aucun des Pierre-Olivier Lagacé de l'Est du Québec, qui se mérite aussi une médaille de bronze. Pour la médaille d'argent chez les 58 kilos chez les hommes, représentant la Rive-Sud, Anthony Côté. Médaille d'argent pour Samuel, Anthony Côté de la Rive-Sud. pris hier contre Pierre-Olivier Lagacé. Et Alex Talbot de la capitale nationale qui se mérite la médaille d'or masculin chez les 58 kilos. S'il y avait un trophée pour décerner vraiment le meilleur boxeur de la compétition, moi personnellement je le donnerais à Alex Talbot. Beaucoup d'avenir, tu crois, du côté de M. Talbot? Je suis surpris avec son peu d'expérience de 6 combats, il a su vraiment impressionner la galerie durant ces 3 journées de compétition. On va peut-être le revoir aussi au prochain Jeu du Québec, vu qu'il reste encore quelques combats en poche avant d'atteindre le 10 combats. Oui. Peut-être qu'on va le revoir, à moins Oui. qu'il fasse plusieurs autres C'est sûr que les prochains Jeux du Québec vont être dans 2 ans. Dans 2 ans. Oh. Les prochains où la Il boxe va devrait devraient être dans 2 ans. J'espère qu'on le verra pas, parce que j'espère qu'il va faire plus que 4 combats. Là. Effectivement. On va maintenant avoir droit à la cérémonie de remise des médailles pour la catégorie des 64 kilos masculins. Ou bien le gagnant est sans contredit Abed El Safadi, aussi un des favoris depuis le début de la compétition, provenant de Bourassa. Et il s'était opposé à Samuel Beaulieu, Chaudière-Appalaches. Et puis aussi là, Samuel qui est un bon cogneur, mais qui n'a pas livré la marchandise là, comme son Samuel, plus gros cogneur, mais sauf que Abed était beaucoup plus précis, donnait beaucoup plus de coups, solide sur ses jambes. On voyait plus d'énergie dans Abed que dans Samuel. De l'énergie bien focusée, je pense. Exactement. Bien contrôlée, bien ouais. À la bonne place. Donc voilà nos boxeurs. Par la suite, là, il va rester une catégorie à remettre les médailles. En fait, il va y avoir seulement une médaille d'argent et une médaille d'or pour la dernière catégorie. Et donc, Alexis Noël de la Mauricie. Médaille de bronze. Médaille de bronze. La deuxième médaille de bronze sera attribuée à Anthony. Anthony Si je Seyer. ne me trompe pas, son adversaire était Marc Saillé. Je crois bien que Marc Saillé était le père d'Anthony, de son protégé Anthony. Oui. Samuel Beaulieu, médaille d'argent pour Chaudière-Appalaches. Il a très bien fait contre Abed El Safadi. Et Abed El Safadi de Bourassa. Médaille d'or. Très bon boxeur. Bon avenir devant lui, sans aucun doute. Voilà, photo protocolaire. Et on va maintenant passer à la dernière remise des médailles. Je vous rappelle que vous regardez la remise des médailles pour la boxe olympique. Toujours au Centre Price en direct de Kenogami. Et donc, comme je le disais, la catégorie des 70 kg, celle qui suit pour la remise des médailles, seulement 2 médailles, médaille d'or, médaille d'argent. 2 boxeurs qu'on n'avait pas vu boxer depuis les 2 derniers jours. Il y avait seulement 2 boxeurs dans cette catégorie, donc ils avaient accès automatiquement à la finale dès le départ. Donc on les a vus seulement cet après-midi combattre ensemble. C'était un très bon match, assez serré. Très bon match, parce que les deux avaient peu d'expérience. Donc les deux s'embarquaient là, comme ci, comme ça. Let's go, on y va. Puis Charles avait beaucoup plus... Avait un combat de plus dans son expérience. Contrairement à Roch Gagné qui lui avait aucun combat. Aucun combat. Il faut commencer quelque part. C'est une bonne expérience. Oui. Commencer quelque part, il a commencé directement au Jeux du Québec. Donc je trouve que c'est un très très bon défi pour c'est une bonne marche à gravir. D'habitude, un boxeur commence dans des compétitions régionales. Des petits galas locaux. Chaque club de boxe peut faire des galas
internes, des galas locaux à leur club de boxe, puis inviter comme ça d'autres clubs de boxe pour faire des galas, sans que ce soit une compétition. Juste des affrontements contre des pugilistes. OK, puis ça compte dans la fiche du boxeur. Oui, ça compte dans la fiche du boxeur, mais c'est pas une compétition en tant que telle. C'est comme un gala local. Chaque boxeur a son livret où on inscrit ses résultats. C'est ça, oui. Chaque boxeur a son carnet, on inscrit les résultats, on inscrit son poids. C'est les officiels qui font ça. Le médecin signe, le médecin. Il y a toujours une pesée officielle avant chaque combat. Puis on va voir le médecin là, pour un examen là, médical. Et donc voici l'arrivée des deux derniers médaillés de cette, de cette compétition au complet, de cette finale des Jeux du Québec 2013. Deux dernières médailles. C'est ce qui va couronner, conclure les compétitions de boxe olympique. Ces deux médailles, médaille d'argent et médaille d'or. Médaille d'or qui est attribuée à Charles DeSantis de la Rive-Sud. Alors, chez les 77 kg, chez les hommes, la médaille d'argent de la région de Bourassa, Roch Gagné. Et pour la médaille d'or de la région de la Rive-Sud, Charles DeSantis. Roch Gagné qui a gagné maintenant la deuxième place sur deux. Ça lui fait une belle médaille d'argent. Médaille d'argent, effectivement, mais c'est sûr que c'est pas aussi prestigieux que d'avoir, parce qu'ils étaient seulement deux concurrents. Ouais, c'est ça. Et Charles DeSantis qui, de la Rive-Sud qui a finalement remporté la médaille d'or. Un jeune homme de Saint-Hyacinthe, entraîné par Marc Saillé, entraîneur d'expérience depuis des années et des années. Et donc, c'est vrai, il reste une remise de médaille et c'est l'esprit sportif. Donc, c'est ça, on va voir. Ça, c'est une surprise totale. Le meilleur club. Le meilleur club, en fait, l'esprit sportif, ceux qui ont le plus encouragé. Et donc, ça, c'est une surprise totale. Hein? Okay. On s'attendait pas à ça du tout. Ben, on savait que ça allait arriver, mais on s'attend pas à qui va recevoir. Non, on sait pas. Sûrement que c'est la région qui a le plus encouragé ces pugilistes. Qui a le meilleur esprit sportif. Exactement. Parce que ça compte beaucoup aux Jeux du Québec. Hein, on encourage. C'est une compétition, mais une compétition qui reste amicale. Dans toutes les compétitions, l'esprit sportif doit être là. Oui, elle doit être très présent. Et tu sais, vous avez beau être sur le ring et boxer, il y a un grand respect entre les deux boxeurs. Un grand respect. Un énorme respect. C'est important de le conserver, ça. Oui. Et donc, on va pouvoir savoir qui a le meilleur esprit sportif dans la discipline de la boxe olympique. C'est incroyable les liens qu'on peut se faire, même entre compétiteurs. Là, ouais, toi, pour avoir vécu les Jeux du Canada, tu as rencontré plein d'autres boxeurs. Oui, il y a beaucoup de boxeurs avec qui j'ai combattu qui sont devenus de très bons amis. Là. Donc, on va entendre l'esprit sportif. Donc, Bourassa qui est en 3e position pour l'esprit sportif. Félicitations à la région. Donc, je ne sais pas s'ils vont faire monter toute la région. Ouais, là, la marche non, ils vont faire monter, est assez étroite. Ils vont faire monter, j'imagine, seulement un représentant, un boxeur, j'imagine. Je ne sais pas si chaque région a comme un chef d'équipe. Un représentant probablement de l'épreuve de boxe. On attend toujours. Voilà. Donc, la région de Bourassa. Et c'est... Ils nous ont envoyé un boxeur. Exactement. Je dirais que c'est... Abed... Non. Pas Abed. Non. Le plus jeune. De Bourassa. Roch Gagné. Non, pas Roch. Non. Pas Abed non plus. On va voir un peu plus loin. Ah, c'est Armand Miklescu. Oui. Dans la catégorie des 52 kilos. Et voilà, ben, on fait monter les trois boxeurs. Toute la délégation. Donc Abed El Safadi, M. Miklescu et Roch. Roch n'a pas voulu conserver sa médaille d'argent. Ouais, on dirait. On les applaudit, la région de Bourassa. Pour le meilleur esprit sportif. Ça, c'est la 3e place, je ne me trompe pas. J'imagine que oui. Je sais pas qu'est-ce qu'on remet au... Ou c'est vraiment la région de Bourassa qui ont remporté le meilleur esprit sportif.
Franchement, je suis dans le néant. On va le savoir dans quelques minutes. C'est bon. À savoir s'il y a juste Bourassa ou bien ils ont fait ou s'ils ont 3... Je sais pas qu'est-ce qu'on remet Moi, aux athlètes. je crois que c'est Bourassa qui ont... Esprit sportif. Voilà. Il n'y a pas 3 c'est ça, effectivement. Donc, seulement il y a Bourassa ça. qui gagne l'esprit sportif. On va prendre on la les photo. voyait, on entendait beaucoup crier pour Bourassa, effectivement. On encourageait tous les L'encouragement participants. est à son comble pour la région de Bourassa. Mais il y a aussi Capitale Nationale, là, les 2 derniers jours qui étaient là et qui scandaient des slogans. Oui. Et Richelieu, il y a Montréal, si je ne me trompe pas. Montréal aussi. et Richelieu-Yamaska qui étaient très présentes aussi exactement. comme région dans la finale. Fait que ça a dû être très serré là, pour ces 3 régions, avoir ce titre de l'équipe ayant la meilleure esprit sportif. Mais Bourassa qui a quand même été... qui a eu beaucoup de récompenses. Et donc, c'est ce qui conclut cette finale de la boxe olympique, de la 48e finale des Jeux du Québec. Et je vous invite tout le monde, mesdames et messieurs, à rester quand même connectés sur le lien sur lequel vous nous regardez présentement. Parce que ce soir, dès 19h, il va y avoir le téléjournal des étudiants de la pige d'ATM du Cégep de Jonquière qui vont faire un rapport de toutes les activités qui se sont passées, entre autres dans tous les sites de compétition partout dans les Jeux du Québec. Aussi, il y a une émission spéciale dès 19h15 de la part des animateurs de Classe Radio. On va recevoir des invités assez importants au cours de cette émission-là. Et finalement, nous, c'était notre tour aujourd'hui de la web diffusion pour la boxe. Mais demain, dès 8h30, à la Polyvalente de Jonquière, vous allez pouvoir regarder en web diffusion l'escrime. Et donc là-dessus, mesdames, messieurs, je m'appelle David Tremblay. Je suis accompagné de José Malaison, qui était mon analyste pour la journée. D'ailleurs, je te remercie beaucoup, José. C'était vraiment plaisant avec toi aujourd'hui. Exactement. C'était une très belle expérience pour nous deux, je pense. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était David Tremblay et restez bien branchés aux Jeux du Québec. Bonjour tout le monde. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes.